communautaire. Donc, je propose de désigner, s'il en est d'accord, comme secrétaire de séance Laurent Chassin. Oui, Laurent? Très bien. Merci. Donc, le premier point, il s'agit d'approuver l'ordre du jour, enfin le compte-rendu du dernier conseil communautaire. Donc, avez-vous des questions, observations sur le procès-verbal du conseil communautaire du 21 septembre 2023? Pas d'observation, pas de questions. Bon, il est donc adopté à l'unanimité, même si nos deux collègues de Kayak n'étaient pas là. Très bien. Donc, avant de débuter la première délibération, j'en profite pour transmettre un message. Nous sommes sur un territoire dynamique, connu pour son cadre de vie, et nous venons d'essuyer consécutivement 3 tempêtes en l'espace d'une semaine. Donc, je voulais saluer en mon nom et en votre nom à tous l'ensemble des agents des services de nos collectivités qui ont su se mobiliser, alors aussi bien au niveau de l'agglomération de Cap-Atlantique, mais aussi des 15 communes. Donc, saluer leur action et qui montre bien dans ces temps-là ce qu'est la notion de service public et d'engagement, au bénéfice, bien sûr, du domaine public, mais aussi dans l'accompagnement de la population qui, pour certaines, a vécu un traumatisme. Alors, qui, sur notre territoire, se manifeste, alors, heureusement, par aucune perte de vie humaine, mais par de nombreux dégâts, qui soient de type forestier, arbre, des dégâts aussi en ce qui concerne certaines digues. Et bien sûr, je veux faire écho aussi à nos marais salants, les marais salants du Pouliguen, Bas-sur-Mer, Guérande-la-Turballe, qui ont connu des fortes dégradations et un nombre de brèches constatées au nombre de 18, qui donc oblige, et c'est là aussi je fais le lien, sur une délibération que je passerai en point numéro 2, qui est aussi le soutien de notre agglomération au profit de cette filière qui fait l'identité du territoire et qui a été fortement impactée par ces événements climatiques tempétueux. Voilà ce que je voulais informer, et un grand merci à tous nos agents. Alors, le premier point, comme je l'ai évoqué, donc ça va être la nomination du prochain ou prochaine vice-présidence, puisque, comme vous le savez, des nouvelles élections se sont tenues sur la commune de Piriac-sur-Mer. Et donc, c'est l'occasion, comme je l'ai dit, d'accueillir les 2 nouveaux élus au sein de notre conseil communautaire. Et nous avions, par délibération lors de l'installation du conseil communautaire, délibéré à ce que le nombre de postes de vice-présidence au niveau de l'agglo soit au nombre de 14. Il convient donc ce soir de procéder à la nomination ou de nommer sur ce poste vacant un nouveau vice-président. Donc, on va donc procéder à cet exercice. Donc, comme je vous l'indiquais, il s'agit en fait d'un vote au suffrage universel, enfin un vote à bulletin secret, pardon, qui va donc nous permettre de pouvoir proclamer à l'issue le nom du candidat issu de ce vote. Alors, la première des démarches qu'il m'incombe de faire, c'est de demander qui est candidat à la vice-présidence. Alors, une candidate, donc Emmanuelle Dacheux, maire de Piriac. La question, c'est, y a-t-il d'autres candidats déclarés? Eh bien non. Eh bien écoutez, je vous propose que nous procédions donc au vote de la candidature d'Emmanuelle Dacheux. Donc je vais inviter donc Erika Etienne et Bertrand Plouvier à venir à mes côtés. Alors préparez vos bulletins aussi, Erika et Bertrand. Alors je vous laisse quelques minutes à ce moment-là pour compléter les bulletins. Erika et Bertrand, vous me rejoindrez, et puis après je ferai un appel.
Donc voilà, donc il vous convient d'indiquer le nom du candidat sur les bulletins de vote. J'ai vu que j'ai fait de ma liste. Allez, je vais procéder à l'appel nominal pour inviter les élus à venir déposer leur bulletin. Donc, je vais appeler donc Christine Lévesque. Ben, je sais pas où je fais tourner. Ouais. Ouais, tu mets. Bon, ce que je propose, c'est plus simple. Je propose qu'on va faire tourner l'urne. Donc, je vais demander l'exercice à Bertrand Plouvier et Erika Etienne. Non, mais vas-y, on va faire, voilà. Comment ? Hubert Delorme. Donc, Hubert Delorme a voté. Sonia Poisson-Dupont a voté. Christine Lévesque a voté. Marie-Catherine Levédé a voté. Bruno Schmitt a voté. Bernard Le Guen a voté. Nicolas Rivalan a voté. Gisèle Berthaud a voté. On reviendra moins après. Rosanne Moreau a voté 2 fois. Frédéric Dunet a voté. Gwenaëlle Morvan a voté. Catherine Lacroix a voté. Laurent Chassin a voté. Jean-Noël Desbois a voté. Charles de Kersabiec a voté. Christelle Chassé a voté. Alain Fournier a voté. Claudie Lelec a voté. Pierre-Luc Philippe a voté. Marina Marchais a voté. Jacques Renaud a voté. Sophie Douchin a voté. Daniel Rival a voté 2 fois. Très bien. Nathalie Hazard a voté 2 fois. Franck Louvrier a voté 2 fois. Là, je suis un... C'est bon, je bascule à la Turballe. Véronique Le Bihan a voté. Didier Cadreau, 2 votes. Voilà. C'est Michel ou Françoise? Françoise Toby a voté. Michel... Non, alors c'est Jacques Bruno a voté. Michel Kellard a voté. Bruno de Saint-Salvi a voté. Norbert Sabamin a voté. Catherine Foucault a voté. Jean-Pierre Bernard a voté. Christiane Bretonneau a voté. Pascal Puiset a voté. Philippe Gesselan a voté. Emmanuel Dacheux a voté. Bruno Mahé a voté. Dominique Goulaine-Henry a voté. Claude Baudet. Donc, Erika Etienne a voté. Nicolas Criot a voté. Et Bertrand Plouvier a voté. Merci. Alors, je vous propose que vous procédiez au décompte du nombre de bulletins. Et puis après...
Donc 50 votants et donc 50 bulletins dans l'urne. Pour l'instant, tout va bien. Mon micro. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Blanc. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Blanc. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Madame Dacheux. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Emmanuel Dacheux. Jean-Claude Ribaud. Emmanuel Dacheux. 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 Blanc. Emmanuel Dacheux. 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 Jean-Claude Ribaud. Emmanuel Dacheux. 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 « 44, ça fait 48, et 2, 50. C'est bon? Vous êtes à combien 44 voix pour Emmanuel Dacheux, oui. 4 blancs et 2 nuls. Donc c'est exactement ça. Donc le scrutin, donc c'est 44 voix Emmanuel Dacheux, 4 bulletins blancs et 2 nuls. Nous proclamons donc Emmanuel Dacheux, nouvelle vice-présidente de Cap Atlantique. Félicitations Emmanuel. Alors, sans suspense aussi, puisque là, il s'agissait d'élire la vice-présidente, donc Emmanuel. Donc, en termes aussi de délégations qui lui seront confiées, donc il s'agit en fait de poursuivre et d'accompagner la délégation qui sera donc emploi, formation et apprentissage, pour lequel voilà, je prendrai un arrêté pour que Emmanuel prenne en charge cette délégation. Merci. Alors, nous allons passer ensuite au point numéro 2, comme je vous l'évoquais dans mes propos introductifs, et merci, puisque c'est une délibération que nous avons ajoutée au vu du contexte climatique. Donc là, ce qui est soumis, c'est donc que nous accompagnons dans les travaux d'urgence l'ASA, qui est donc l'association des propriétaires de salines dans les marais de la presqu'île de Guérande, pour leur permettre de subvenir aux premiers travaux d'urgence
qui sont, c'est vrai, relativement tôt dans l'époque, hein, puisque ces tempêtes, nous les avons connues dès le début d'automne. Donc l'objectif est de les accompagner financièrement pour réaliser ces urgences-là, avant d'entamer avec eux, dans le cadre des réflexions déjà que nous accompagnons dans le cadre du PAPI 2, de pouvoir engager, investir avec eux des défenses contre la mer et les éléments de manière plus pérenne et plus importante. Donc là, ce qui est proposé ce soir, c'est que nous votions une aide exceptionnelle de 100 000 euros. Alors bien sûr, qui sera accompagnée des justificatifs liés aux travaux engagés par l'ASA. Donc ça, c'est pour répondre à l'urgence, puisque déjà Marie-Catherine Levédé et moi-même, pour nos 2 communes, avons pris un arrêté dès début de semaine d'interdiction de circulation, pour que des engins agricoles puissent intervenir en toute sécurité pour les priorités, pour les urgences. Hein. Donc ce que je vous propose, c'est que nous mettions en vote cette aide exceptionnelle de 100 000 euros, pour lequel je vous ferai aussi un retour sur la consommation. Et nous verrons aussi, en fonction après de ce qui sera indiqué en termes de montant global, nous nous redéfinirons, repositionnerons à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a des observations, commentaires par rapport à cette délibération? Oui, Daniel Rival. Merci, Monsieur le Président. Déjà, je voulais forcément, au nom de notre commune, apporter tout le soutien à la commune de Guérande, à la commune de Basse-sur-Mer et surtout au bassin du Metz aussi, puisque c'est un sujet que je connais bien. 100 000 euros, c'est une aide exceptionnelle puisque de toute façon, dans le débat d'orientation budgétaire, on voit qu'on va les aider et puis que des choses vont être mises en place puisque ça fait des années que ça existe. Puisque je rappelle quand même qu'on a subi l'Erika et on a subi Xintia où à l'époque il y avait 47 berges, 47, je vais pas trouver le mot, j'en ai parlé tout à l'heure. Bref, voilà. 47 brèches sur la digue des Marais Salants, et mais que même pour le Croisic, au niveau de la conchiculture et tout, le trait avait vraiment été très abîmé. Moi, je voulais simplement savoir, parce que c'est écrit dans apparemment, ils ont un budget de 90 000 euros et vous proposez de mettre au vote une aide exceptionnelle de 100 000 euros. Mais quand les coups de vent vont s'arrêter, j'espère bien bientôt, parce que là, les tempêtes se cumulent. S'il y avait besoin de plus, est-ce qu'on redonnerait une aide exceptionnelle au paludier? Voilà, merci pour votre réponse. Alors oui, en fait, ce qui est proposé, c'est une aide exceptionnelle à concurrence de 100 000 euros. Il avait été indiqué entre 70 000 et 90 000, donc ce qui est proposé 100 000 euros. Et comme je l'ai évoqué dans mes propos, nous serons aussi attentifs par rapport au devis et à l'évolution du coût des chantiers qui est prévu pour la restauration de ces digues. C'est là que nous devrons nous repositionner sur une éventuelle aide et un accompagnement supplémentaire, justement pour sécuriser et répondre à l'urgence, qui est surtout que les marais puissent être réexploités dès la saison prochaine. Et on sait que si les brèches là, ne sont pas colmatées au maximum, si nous connaissons un autre phénomène tel que celui que nous venons de traverser, nous venons de rajouter de la catastrophe à une situation déjà très tendue et très complexe. Alors, vous faites bien aussi de parler du bassin du Metz, donc c'est aussi sur une démarche aussi que l'AGLO, les services ont fait avec les acteurs du bassin du Metz, où aujourd'hui, il n'a pas été identifié de brèches ou de dégâts. Alors, je parle à date, nous serons bien sûr dans la même démarche si un tel phénomène se reproduisait aussi sur les bassins du Metz. J'ai vu Franck, tu voulais intervenir aussi? Oui, juste un petit mot pour compléter suite aux catastrophes que nous avons tous vécues et me féliciter des mesures qui avaient été prises il y a quelques années pour les plus anciens élus ici, notamment pour lutter contre les inondations. Je vous rappelle quand même que l'installation, notamment pour éviter les inondations au niveau de l'Étier, du Pouliguen et les limites avec la Baule, avait coûté plus de 8 millions d'euros à l'époque. Hein, il y a eu 2 fois 4 kilomètres, c'était 1 million du kilomètre exactement, ont été vraiment très efficaces, même s'il y a eu des dégâts, bien sûr, dans les marais et accessoirement sur le front du littoral. On s'est aperçu que les inondations ont été complètement arrêtées grâce à ces bâtards d'eau qui ont été installés. Et donc, franchement, là aussi, parfois, quand on prend des décisions, après, c'est toujours intéressant de voir avec le recul
l'efficacité de ces décisions. Et quelques années après, on voit que cette installation-là a permis d'éviter des inondations, même si bien sûr il y a eu des dégâts aussi dans l'ensemble des communes concernées. Mais en tout cas, franchement, les mesures GEMAPI après Xintia 2010, on s'aperçoit que le résultat est quand même très satisfaisant. Très bien. Merci Franck de saluer aussi l'action voilà, de nos élus précédents et des services aussi de l'agglo qui ont permis de minimiser ou au moins de réduire les dégâts. Oui, Pascal Puiset. Non, juste rapidement, dire qu'il y avait des travaux qui étaient dans les marais de Metz, de Maine-Armor, que tous les engins sont partis pour les marais salants, chose qui avait été demandée par les techniciens et qui a été validée bien évidemment par la commune. Il y avait une urgence effectivement de cette entraide sur les marais salants. Donc nous avons validé, quitte à prendre du retard un peu dans les marais de Maine-Armor, mais qui sont moins conséquents en termes d'urgence. Très bien, merci. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de mettre au vote cette aide exceptionnelle de 100 000 euros. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2, là, il s'agit de l'exercice annuel habituel. Donc, il convient de parler et de débattre sur les orientations budgétaires de notre agglo pour le budget 2024. Et je vais passer sans plus attendre la parole à Hubert Delorme sur ce point-là. Merci. Bonsoir à tous. C'est bien effectivement exercice du débat d'orientation budgétaire de cette année. C'est le 4e de ce municipe. Et je vais vous faire une confession, c'est le plus simple que j'ai à faire depuis que j'officie, puisque la première année, c'était celle où on avait pris une décision toujours douloureuse pour les élus de dire pour assurer l'avenir, il faut qu'on taxe. Ça, c'était la première année, ça n'avait pas été facile. Ensuite, les années suivantes, c'était relativement simple, mais il y avait toujours des zones d'ombre et quelques difficultés, mais ça fonctionnait. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous avez tous reçu des documents qui est le rapport d'orientation budgétaire et qui vous donnait donc les grandes lignes de ce qui doit faire donc l'objet de notre débat ce soir. Et alors, si je devais faire un résumé lapidaire, je dirais que les indicateurs sont au beau fixe. La situation financière de la communauté d'agglomération est tout à fait saine et nous avons même amélioré entre guillemets les prévisions que nous avions pu avoir les années précédentes. Ce qui fait que c'est là que je vous disais tout à l'heure que je suis relativement serein parce qu'il n'y a pas objectivement de alors sauf si vous avez des questions particulières, mais de sujets à débat qui soient difficiles avec des arbitrages, etc. Je dois vous dire que cette année, nous avons reçu toutes les vice-présidences avec les agents concernés, etc., pour regarder comment fonctionnait ce budget. Et comme je vous le disais, c'est intéressant parce que c'est une situation financière qui est saine, sur lequel le projet pluriannuel d'investissement qui décline tout ce que nous avons décidé ensemble de notre projet de territoire, eh bien, effectivement s'applique, ça fonctionne, ça va dans le temps et on a un municipe sur lequel effectivement on tient des engagements qui avaient été tenus, c'est-à-dire que après le premier débat et le premier budget qui avait été voté avec une hausse de la fiscalité, je veux dire que les indicateurs sont sains, il n'y a pas de raison d'augmenter la fiscalité d'ici la fin de l'exercice, etc., etc. Alors, je vous propose deux solutions. La première et la seconde. La première, c'est si vous avez tous lu le rapport d'orientation budgétaire, ce dont je ne doute pas une seconde, je suis disposé à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir dessus. C'est un document, et là j'en profite pour remercier les services qui ont fait un très bon travail de synthèse. Je veux dire que vous avez là-dedans toutes les indications voulues, vous savez exactement de quoi on parle et quel est l'objet de
ce sujet ce soir. Ça, c'est l'option 1. Et sinon, l'option 2, c'est qu'effectivement, je vous présente un petit peu un résumé, entre guillemets, de ce qui fait donc ce débat d'orientation budgétaire. Mais comme je vous disais tout à l'heure, de débat, je ne sais pas s'il y a beaucoup, il y aura peut-être des questions. Alors, je vous laisse le choix, Monsieur le Président. Est-ce qu'on répond tout de suite aux questions parce que tout le monde sait exactement de quoi on parle, ou je vous fais un petit résumé, entre guillemets, de ce débat d'orientation budgétaire, enfin des informations principales. Alors, ce que je vous propose, Hubert, c'est que vous nous exposiez votre résumé. Je serai assuré que tout le monde a le même niveau d'information sur le budget de Cap Atlantique et en tous les cas sur les prévisions, ce qui est indiqué pour 2024. Alors, on a fait, Hubert Delorme l'a dit, hein, merci au service de nous avoir préparé une note synthétique parce que ce qui est annexé avec la délibération est très très complet, très pertinent et permet de répondre aux questions dans les détails les plus infimes sur le budget de l'agglo. C'est aussi dans cette démarche de transparence que nous sommes inscrits depuis le début. Donc là aussi, c'est quand même de vous donner les grandes lignes, voilà, pour avoir le même niveau de connaissance sur ce budget. Hubert. Bon, alors je pensais échapper à l'épreuve finalement. Alors, si on revient sur la slide d'avant qui était intéressante, solvabilité 1,2 année, donc c'est exceptionnellement faible, hein, c'est quand même très important. Épargne disponible de 7 400 000 euros, soit 14%, ce qui est tout à fait correct. Et effectivement, l'objectif financier au titre du budget de 2024, bien entendu, c'est de garantir le niveau élevé du service public, et puis donc d'avoir les moyens de mener à bien les projets stratégiques qui sont prévus dans notre projet de territoire et toujours conserver des marges de manœuvre avec un certain nombre de ratios et de situations financières. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment le débat d'orientation budgétaire, le quatrième de l'exercice, qui est le plus simple pour moi à faire, parce qu'effectivement, il y a vraiment pas de nuage. On est pour l'instant dans une situation qui est tout à fait enviable, et voilà. Alors, vision globale par politique, en fait, ça, c'est l'exercice auquel les services et moi nous sommes livrés avec tous les vice-présidents que nous avons tous vus. Et donc, on a ici un résumé de la vision globale par politique de la situation donc de 2023 et des propositions 2024. Donc, vous avez par grande politique en fonctionnement donc à l'écran, eh bien une évolution de budget. Donc si le total des crédits en fonctionnement 2023 était de seront de 56 739 738 dans les prévisions. Et la proposition qui donc fait l'objet de notre discussion ce soir, c'est donc d'être à 58 523 466, c'est-à-dire 3,1% d'évolution en plus. Bon, considération générale, on est en dessous des niveaux d'inflation, etc. Et donc c'est tout à fait raisonné et raisonnable dans le principe. Ensuite, par investissement, vous aviez donc prévu au budget d'investissement en 2023 32 millions. Il vous est proposé à peu près la même chose sur cet exercice-ci. Qu'est-ce que je peux rajouter à moins de rentrer dans des grands détails dans tous les sens, vous voyez des variations sur lesquelles on peut donner des explications tout à fait pertinentes sur des diminutions ou des augmentations qui ne sont pas forcément significatives. Hein. C'est pas une volonté de diminuer ou d'augmenter. C'est, je dirais, qu'un certain nombre d'événements qui ont conduit à ça, et il y a des explications tout à fait pertinentes qu'on peut apporter sans qu'il y ait des élans particuliers d'évolution. Donc,
Comme vous le voyez sur cette vision globale, ben, on est relativement stable en termes d'évolution sur ce qui vous est proposé, ce qui sera proposé sur le budget de 2024. Alors, en dépenses de fonctionnement, vous avez ici les répartitions je dirais des principaux postes de dépenses, donc avec des charges de personnel qui représentent à peu près 26% de l'ensemble des dépenses, des charges à caractère général qui représentent 30,40%, atténuation de produits 26, attends, non, je me trompe, là, je sais plus, j'ai les bonnes couleurs, et du coup, là, je ne sais pas, non, je vais pas interpréter. Là, si je suis daltonien, je suis pas bon. Ouais. C'était dans l'ordre? Bon. Oui. Bon. Ouais, alors, effectivement. Bon. Concernant les recettes de fonctionnement, ben, je veux dire que c'est dans le même ordre, c'est-à-dire on commence le plus gros, c'est impôts et taxes. Bon. 77%. Vous avez ensuite les dotations et participations. Et puis, produits des services du domaine, ben non, ça c'est celui qui est... On est dans le même ordre, dans la même logique? C'est dans le sens des aiguillements? Ah oui, d'accord. Ok. Et puis après, bon, les autres produits divers et atténuation de charges. Voilà. Alors, les projets d'investissement significatifs. Alors, en développement économique, c'est toujours important. Les eaux pluviales, c'est un poste très important. Fonds de concours aux communes, 2,3 millions. Je vous rappelle que autrefois, c'était 1 million et on a décidé ensemble de passer à 2 millions. Le fait que vous ayez 2,3 millions, c'est parce qu'on a un glissement des années précédentes sur l'année suivante. 2 millions sur le conservatoire, ben, je veux dire que les travaux vont commencer, donc effectivement, on commence à dépenser un peu d'argent là-dessus. Centre aquatique, eh ben, il y a des mises à jour. Il y a la fin de la piscine d'Hermiac qui s'est fait un peu désirer, et puis des opérations sur les autres bassins aquatiques. Alors, prospective pluriannuelle construite dans le respect des ratios fixés par les élus. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est confortable parce qu'effectivement, on est dans des ratios qui sont tout à fait enviables et qui sont tout à fait satisfaisants et clairs. Donc, vous avez sur le budget 2024, je vous rappelle le ratio de solvabilité qui était un peu plus de 1,2 cette année. En 2024, 1,89, 2,94 en 2025 et 3,64 en 2026, qui déjà eux-mêmes sont extrêmement sains et intéressants. Voilà, vous avez un petit peu donc l'évolution prévue sur les années futures. Grosso modo, hein, on garde les équilibres qui permettent au système de fonctionner, d'assurer le service qui a été déterminé par les élus dans le projet de territoire et au travers des différentes ambitions que nous avons faites. Et donc, vous avez donc un volet important qui est la capacité d'autofinancement que vous voyez qui est tout à fait saine, avec un taux qui reste supérieur à 10%, ce qui est extrêmement satisfaisant. Voilà, donc ce sont les perspectives. Qu'est-ce que je raconte ici? Ah oui, en cours de dette, oui. Alors, tout budget confondu 43 millions d'euros. Ah, il faut savoir, bien entendu, que les gros morceaux se concernent en général l'eau et l'assainissement. Et puis ensuite, bon, vous avez des déclinaisons diverses sur le budget principal, les déchets et la GEMAPI, qui sont des budgets annexes. Comme vous le savez, on a créé des budgets annexes qui sont intéressants. Voilà, donc, majeure partie, c'est l'assainissement. Et on a des gros projets de travaux et d'investissements en matière d'eau et d'assainissement sur 2024. Alors, les budgets annexes,
Pas d'évolution des tarifs de l'eau potable, baisse des tarifs de l'assainissement de 5%, ça a été vu collectivement et par les commissions GSU, par les commissions ressources. Pas d'évolution de la taxe GEMAPI qui reste pour l'instant donc avec un budget d'1 million. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est une taxe qui sera susceptible d'évoluer dans le temps. Vous savez qu'elle est plafonnée, mais qu'on est largement en dessous des plafonds, mais que pour l'instant, on doit aussi travailler quand on aura les conclusions du PAPI 2. Il faudra peut-être qu'on fasse évoluer cette taxe GEMAPI, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est fixée en fonction de l'évolution des bases fiscales pour un besoin de financement de 19 millions d'euros. Là aussi, on avait pris des engagements de rester raisonnable. Il faut savoir que la communauté d'agglomération de Cap-Atlantique, La Baule-Guérande-Aglo, je l'ai dit, Monsieur le Président, est plus basse que beaucoup de nos concurrents et on s'y tient et je veux dire que ça c'est quelque chose qui est bien géré. Voilà pour les budgets annexes. Alors, ce qu'il faut retenir, alors effectivement, aucune augmentation des taux de fiscalité, ça on vous l'avait dit. Situation financière de la collectivité qui est saine, prospective financière qui assure une stabilité des finances de la collectivité et des budgets affectés à la mise en œuvre du projet de territoire, puisqu'effectivement, on décline tout le projet de territoire au travers de ces différentes choses. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très confortable pour moi et je vois pas beaucoup d'endroits de polémique, sachant qu'il y a toujours des points d'amélioration et que on est tous, les uns et les autres, y compris les agents, à l'affût de tout ce qu'on pourrait améliorer pour faire que ça fonctionne davantage. Alors, je suis maintenant ouvert à toutes les questions que les uns et les autres pourriez poser. Sachez que dans le processus budgétaire où nous avons reçu tous les vice-présidents avec les agents, on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses, de points d'amélioration, et on est en train de travailler dessus pour améliorer ce qui doit l'être, hein, c'est-à-dire que quand on dit qu'on va faire plein de choses et qu'on ne fait pas tout, je veux dire que il y a effectivement, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Dans le processus budgétaire, on a intégré ça, on a été très, j'allais dire, directif. En fait, c'est pas directif, c'est de simplement mettre et les agents et les différentes vice-présidences en leur disant qu'est-ce que raisonnablement on peut faire. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a les ressources suffisantes pour le faire, pour essayer d'éviter de budgéter des choses qu'on ne sera pas capable de faire. Donc, c'est un processus itératif sur lequel on a apporté déjà dans ce processus budgétaire des améliorations et on va continuer à travailler dessus pour qu'on soit de plus en plus performant et qu'on vous donne des chiffres le plus réaliste possible. Voilà, j'en ai terminé avec mon babil. Je suis à tout oui pour entendre les questions éventuelles que les uns et les autres auriez à poser. Très bien, merci Hubert Delorme pour cette présentation synthétique et efficace. Alors, y a-t-il des observations, besoin d'informations sur les éléments qui viennent de vous être présentés? Bon, ça n'appelle pas de remarques de retour. Donc, oui, Daniel Rival. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je suis simplement étonné quand même. Enfin, non, je demanderai à avoir quelques explications, s'il vous plaît, concernant le budget de la mobilité, parce qu'il y a une baisse énorme quand même. Mais c'est sur le volet investissement, Daniel Rival, où le chiffre est plus faible. Ouais. C'est pas sur le budget fonctionnement, en fait, c'est sur le budget investissement où il y a une diminution. Hein. Mais la mobilité, ça doit correspondre au schéma vélo. Oui. Ouais. Et c'est l'agencement en fait des marchés qui sont lancés qui fait que ce n'est pas linéaire et que ça a été revu, comme l'expliquait Hubert avec chaque vice-président, pour que ça soit inscrit réellement dans le budget de 2024 en crédit d'investissement. Voilà, dans le meilleur timing possible. En fait, il y a des fluctuations qui sont déterminées par tout un tas de choses.
En termes de mobilité, alors je me rappelle plus sur quoi on se passe exactement, mais vous savez qu'avec le syndicat mixte des transports, il se passe des choses, on a provisionné de l'argent supplémentaire, et puis voilà. Alors je pourrais vous redonner des détails plus particuliers sur tel ou tel point, mais en fait on est vraiment dans en particulier tout ce qui est mobilité douce, il y a eu des glissements qui fait qu'effectivement d'une année à l'autre ça peut aller ça peut fluctuer très significativement, sachant que sur le plan de mobilité douce, il y avait des investissements qui avaient été très significativement augmentés, mais qui avaient été mis en linéaire sur tout le municipe, et en fait on se rend compte que il y en a qui ont été retardés, qui vont augmenter après, etc. Et de la même façon, je vous ai parlé tout à l'heure des investissements en assainissement ou sur les réseaux d'eau. Ben là effectivement on a beaucoup de travail et beaucoup de choses dans les tuyaux actuellement, enfin, si je peux parler de tuyaux en parlant d'eau et d'assainissement, mais bon, voilà. Très bien, merci pour ces retours. Y a-t-il d'autres observations, questions? Non. Eh bien écoutez, donc nous prenons acte, merci Daniel Rival d'avoir posé cette question, puisque nous prenons qu'il y a eu un débat d'orientation budgétaire. Merci. Alors, je vais procéder à la présentation des autres délibérations. Lorsque nous vous avons envoyé l'ordre du jour, je n'ai pas eu de retour sur un souhait d'un débat sur l'une des délibérations qui vont suivre. Donc, ce que je vous propose, puisque c'est le règlement que nous avons mis en place, c'est que l'ensemble des délibérations donc, fassent l'objet d'un vote tacite, sauf si l'un d'entre vous, et je laisse aussi la possibilité, souhaitait que sur un sujet, il y ait un débat. Je reste ouvert, bien sûr, sur ce point. Je vais donc commencer l'exercice, donc par tout le volet qui est d'abord le volet financier. Donc le point numéro 4 à l'ordre du jour, c'est donc la décision modificative numéro 2 du budget principal 2023. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. La décision, le point numéro 5, décision modificative numéro 2 du budget annexe eau potable 2023. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6, décision modificative numéro 2 du budget annexe assainissement 2023. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 7, décision modificative numéro 2, budget annexe déchets 2023. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 8, décision modificative numéro 2, budget annexe GEMAPI 2023. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point 9, décision modificative numéro 1, budget annexe zone d'activité 2023. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 10, vote des tarifs de l'eau potable 2024 sur la part collectivité. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, vote des tarifs de l'assainissement 2024 par collectivité. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 12, allongement de la durée de validité des fonds de concours alloués en 2021. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 13, fonds de concours 2023, attribution à la commune de Basse-sur-Mer pour l'extension et la réhabilitation de la salle des sports. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 14, fonds de concours 2023, attribution pour la ville Le Croisic, complexe sportif. Y a-t-il des abstentions, des votes contre?
c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, fonds de concours 2023, attribution à la ville du Pouliguen. C'est la mise en sécurité et intégration d'aménagements doux sur des secteurs routiers à enjeu de la commune. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 16, fonds de concours 2023, attribution à la ville de Mesquer pour aménagement de sécurité rue de la Grande Vigne. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 17, fonds de concours 2023, attribution à la ville de Pénétin pour la construction d'une maison médicale. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 18, fonds de concours 2023, attribution pour la ville de Saint-Liphard pour le centre communal site des Acacias. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 19, il s'agit de la désignation des membres de Cap Atlantique à l'organisme foncier solidaire Atlantique Accession Solidaire pour lequel nous sommes rentrés au capital social. Et là, il s'agit de désigner comme titulaire Madame Michèle Kellard et comme suppléant Monsieur Norbert Samama. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc désignation à l'unanimité des membres siégeant à l'OFS. Point numéro 20, il s'agit de la révision de la redevance spéciale. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 21, sur le volet déchets, donc il s'agit des tarifs au 1er janvier 2024. Donc, la collecte des déchets est assimilée concernant la redevance et renouvellement de matériel, ainsi que l'accueil des déchets en déchetterie. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 22, il s'agit de la création et transformation de postes au niveau RH. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 23, il s'agit donc de valider que vous avez pris acte donc du rapport d'activité qui nous a été fourni par le Conseil de développement sur les exercices 2022-2023. Il n'y a donc pas de vote, mais on prend acte que vous avez tous pris connaissance et lecture de ce rapport. Donc voilà pour les aspects finance et RH. Les délibérations suivantes que je vais mettre au vote donc, concernent l'ambition B du territoire. Donc le premier point, le point numéro 24, il s'agit de la prorogation d'un an du PIG, alors qui est le programme d'intérêt général de précarité énergétique. Prorogation d'un an donc qui courra jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 25, il s'agit de prise à bail de 3 logements auprès de la commune de Camouel. Donc, sur ce sujet, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc, juste préciser, comme vous l'avez constaté, que Cap Atlantique, en accord et échange avec la ville de Camouel, va prendre la gestion de ces 3 gîtes meublés et qui auront pour vocation à être fléchés sur les prochains recrutements que l'agglomération effectuera et qui sera une première réponse à un besoin de pouvoir trouver un logement. Je le signale puisque voilà, c'est en lien et en partenariat avec la ville de Camouel que nous avons entamé ce nouveau dispositif. Merci. Donc, je ne sais plus si j'ai fait voter.
Je refais voter. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 26, pour la ville d'Herbignac, il s'agit de l'approbation du programme des équipements publics de l'opération d'aménagement de la ZAC du Pré-Gauvelin. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 27, identique pour la ville d'Herbignac, il s'agit de l'approbation du dossier de réalisation de la ZAC relative à l'opération d'extension d'aménagement du Pré-Gauvelin. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 28, donc qui est aussi pour la ville d'Herbignac, toujours la ZAC du Pré-Gauvelin. Il s'agit de la cession de parcelles cadastrées ZO numéro 18P, 57P, 185P, 187P, à donc l'aménageur, à la société LAD SPL, concessionnaire de la ZAC. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 29, il s'agit pour la commune de Bas-sur-Mer du CRAC pour l'année 2022 de l'opération d'aménagement de la ZAC de Poulgo. Donc là, je ne sais plus si c'est un vote ou si c'est pris acte, mais bon, je vais mettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 30, là, qui concerne la commune de Guérande, il s'agit également du CRAC pour l'année 2022 de l'opération d'aménagement de la ZAC de la Métairie de la Lande et approbation de l'avenant numéro 5. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 31 pour la ville d'Herbignac, il s'agit également du CRAC pour l'année 2022 de l'opération d'aménagement de la ZAC du Pré-Gauvelin et l'avenant numéro 1 à la convention d'avance de trésorerie. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 32, il s'agit de la ville de Saint-Liphard, donc du CRAC de l'année 2022, des opérations d'aménagement de la ZAC du Crelin. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et ensuite, le sujet qui a fait l'objet en point 33 de l'atelier que nous avons fait précédant l'ouverture de son conseil communautaire. Il s'agit donc de l'adoption du projet d'établissement 2023-2028 du conservatoire à rayonnement intercommunal. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Les deux derniers points présentés sont relatifs à notre ambition 1, un territoire accélérateur de la transition écologique. Le point numéro 34, il s'agit donc de ce qui nous concerne sur la régulation des populations de frelons asiatiques Vespa velutina. Et il s'agit d'un avenant à la Convention de lutte contre les frelons asiatiques avec Polynésie. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le dernier point, le point numéro 35, il s'agit de la révision des statuts du Parc naturel régional de Brière en ce qui concerne les règles du partenariat avec le Parc naturel régional de Brière. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, je précise quand même que sous ce format de nouveau règlement intérieur, que l'ensemble des commissions qui sont soumises au vote ont bien entendu été vues, détaillées, observées lors des différentes commissions, et qu'il s'agit là, en fait, d'une opération qui permet d'acter, de se focaliser sur les dossiers significatifs en termes de débat. Il me reste à vous inviter donc à prendre aussi information sur les tableaux de décision prises par rapport aux différentes délégations octroyées au président, au vice-président, de tout ce qui a été signé par ces derniers. Voilà. Alors, une intervention, oui. Bertrand Plouvier.
Oui, mes chers collègues, je profite juste de cet instant pour en fait vous faire part du soutien que la commission syndicale de la Grande Brière-Motière a souhaité exprimer à notre collègue Raphaël Salin, qui malheureusement, comme d'autres élus du territoire, a connu cette semaine une lâche agression. Nous condamnons fermement l'acte lâche et inacceptable ayant visé notre collègue Raphaël. Au-delà de l'attaque contre sa résidence, c'est une atteinte directe à l'élu, aux valeurs républicaines. L'agression contre un élu est une agression contre la République tout entière. Nous exprimons tout notre soutien à M. Raphaël Salin ainsi qu'à sa famille, conscient du traumatisme et de l'angoisse que de tels événements peuvent engendrer. Les conséquences de cette agression ne se limitent pas à l'intégrité physique du maire, mais touchent également sa sphère personnelle, affectant sa famille et son entourage. Cet acte odieux rappelle la nécessité impérieuse de protéger ceux qui se dédient à servir l'intérêt commun. Les élus, en s'engageant pour le bien-être de la collectivité, incarnent les valeurs essentielles de notre société. Les attaques à leur encontre représentent une menace pour la démocratie et la stabilité de notre pays. Aussi, nous appelons à une réflexion collective sur la préservation du bien commun et la sécurité des élus qui œuvrent pour le progrès de nos communautés. La protection des représentants de la République est primordiale pour garantir un environnement propice à l'épanouissement de notre société et à la continuité de nos institutions démocratiques. Il est essentiel de condamner avec fermeté de tels actes, de soutenir les élus et leurs familles et de promouvoir un dialogue et des actions favorables à la préservation des valeurs républicaines garantes de notre vivre ensemble. Enfin, nous demeurons solidaires face à cette agression et réaffirmons notre engagement pour un avenir où le respect, la sécurité et la solidarité demeurent les piliers de notre société. Je vous remercie. Merci Bertrand Plouvier. Alors, merci pour ce message qui fait écho à la publication, au soutien apporté par l'Association des maires de France de Loire-Atlantique. Et à ce sujet, je vais peut-être laisser la parole à Norbert Samama, qui est en fait le référent de l'AMF Loire-Atlantique sur les agressions sur les élus. Norbert. Oui, merci. D'une part, j'ai eu Raphaël Salin au téléphone avec lequel j'ai échangé, et il est évident que l'Association des maires de France, à ce titre, s'est engagée auprès de lui pour se porter partie civile. La plainte est déposée et effectivement, nous en avons une copie. C'est un élément dramatique parce qu'effectivement, et tu l'as fort bien souligné, Bertrand, c'est sa sphère personnelle qui a été touchée, puisque sa voiture a été caillassée, mais la porte de son domicile a été caillassée, ce qui est absolument inadmissible. Et d'autre part, j'oserais dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience très forte, et je tiens à le saluer parce que lui-même, il peut en témoigner. Mais autant nos forces de police, que ce soit les forces de police nationales, que la gendarmerie, que ce soit le procureur, que ce soit le préfet ou le sous-préfet, Éric de Wispalaer, est extrêmement présent et extrêmement sensible aux violences faites aux élus. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est très forte pour protéger nos élus, quelle que soit la situation. Et ce que j'espère, c'est que toutes les dispositions qui sont prises, l'action de l'Association des maires de France, le combat qui est mené aussi par un certain nombre, que ce soit David Nistar, Maurice Perriand, toi-même au titre de l'AMF Grand Ouest, Nicolas. J'espère que toutes ces actions qui sont menées, notamment par les référents aussi à l'Observatoire des violences faites aux élus, vont porter les fruits et que de nouvelles annonces seront faites au Congrès des maires avec des dispositions supplémentaires, sachant qu'il y en a qui s'échelonnent en fonction des événements depuis plus d'un an, puisque depuis plus d'un an, on a des évolutions majeures qui sont au jour. Ça a été la loi du 24 janvier 2023 avec la possibilité pour les associations d'élus de se porter partie civile. Mais ça a été aussi d'autres éléments qui ont avancé après les événements de la LA Rose ou Saint-Brévin, qui ont été aussi des événements majeurs. Et j'espère que tous ces aspects, toutes ces réformes vont porter les fruits pour que nos concitoyens prennent en considération le fait que les élus agissent avant tout pour eux et qu'il faut les préserver si on veut les conserver. Merci. Donc, merci pour cette unité. Oui, Pascal Puiset. Je rappelle à ce sujet que le mardi matin au Congrès des maires, il y aura un débat qui sera organisé sur cette violence faite aux élus. Donc je vous invite tous ceux et toutes celles qui seront au Congrès des maires à participer à ce débat.
Très bien, merci. Donc, je vous informe que la prochaine séance, ou Franck Louvrier. Franck, vas-y. Malheureusement, je voudrais rajouter un propos qui est préoccupant et sans doute un acte qu'il faut effectuer nous tous en matière de solidarité, étant donné que nous sommes tous des maires autour de la table et des élus, bien évidemment. La situation de tension dans notre pays est grave et extrêmement préoccupante. Comme vous le savez, on le rappelait tout à l'heure, l'agression pour notre collègue de Saint-Joachim. Comme vous le savez aussi, les actes et la montée de l'antisémitisme est une réalité, est une préoccupation permanente, de plus en plus prégnante dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale et la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont pris l'initiative d'organiser une manifestation à Paris dimanche. Et comme vous le savez peut-être, en tout cas ça a été décidé cet après-midi, l'AMF a souhaité aussi qu'on relaye cet événement en demandant à tous, les citoyens, mais nous les élus bien évidemment, de se mobiliser à la même heure, le même jour, dimanche, à 15h, devant les préfectures, pour permettre bien évidemment de manifester notre exaspération contre la haine, parfois, souvent la bêtise, et bien évidemment la lutte contre l'antisémitisme. Donc moi, je serai bien évidemment présent dimanche à 15h devant la préfecture. J'espère qu'on sera tous nombreux avec nos écharpes pour manifester notre solidarité à ce qui se passe en France, parce que cette montée est très préoccupante et la recrudescence des actes antisémites doit bien évidemment nous mobiliser fortement. Voilà ce que je voulais vous dire, et je pense que la mobilisation des maires de la presqu'île à Nantes doit être aussi importante. Merci beaucoup. Merci Franck pour cette intervention et information. Très bien. Bien écoutez, je vous propose de clôturer notre séance. Le prochain conseil communautaire se tiendra le 21 décembre. Je demande juste à ceux qui sont de mon côté, donc à ma droite, la ligne, de ne pas quitter la salle puisque les signatures sont en cours avant de pouvoir vous libérer. Alors par contre, toute la partie à ma gauche peut rejoindre le buffet.